Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as eu une décision qui était particulièrement difficile pour toi de prendre? Oui, forcément, mais l'alignement, c'est tout sauf du bon sens. Et donc, quand on constate que l'alignement il atteint un stade, une caractéristique profonde, on peut dire oui, l'esprit d'équipe, il est véritablement une valeur ancrée. Et on a ajouté dès le day one la sécurité avec la gestion des identités et des accès. Et donc, c'est poser la question de dire comment on structure l'entreprise pour avoir des expertises et tout ça. Bienvenue dans ce premier podcast consacré à l'aventure de SmartWave. Cette année, SmartWave fête ses 25 ans et pour le coup, on a voulu marquer cet anniversaire en faisant les choses un petit peu différemment. Pour ça, SmartWave a prévu non pas un, mais 3 événements. Et aujourd'hui, on ouvre le bal avec la première de ces rencontres en discutant de l'histoire de SmartWave. Et qui de mieux pour raconter l'histoire de SmartWave que le fondateur, Denis Ronsin. Denis, merci beaucoup d'être avec nous, ça fait vraiment plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Merci Max, merci de me recevoir. Donc 25 ans, ça commence à faire une belle période. Ouais, hein. Et donc pour fêter et célébrer cela, on a prévu 3 podcasts comme tu viens de le mentionner, mais aussi 3 événements. C'est l'occasion de célébrer, mais aussi de faire des choses nouvelles ou différentes de ce que l'on a fait jusque maintenant. Ouais. Et donc si on reprend, on va dire, notre histoire et puis la manière dont on veut et souhaite célébrer cela, on a envisagé 3 événements. Donc le premier qu'on a appelé le Smart Day, qui consiste à faire un séminaire sur tous les thèmes sur lesquels nous travaillons et sommes opérationnels. Ce qui n'est pas notre habitude, parce que d'habitude on le fait thème par thème ou au maximum par 2. Ce premier Smart Day aura lieu le 24 juin. Ensuite, parce que SmartWave, c'est avant tout une aventure humaine, et SmartWave se fait et continue de se construire avec tous ses collaborateurs, on va faire le 4 septembre le Smart Community Day, où on va inviter tous nos alumni et nos collaborateurs à se retrouver, parce que on a l'habitude d'en voir un bon nombre, parce que on va dire une très grosse moitié de nos anciens collaborateurs sont partis dans des environnements clients. Donc on les rencontre, mais plutôt un par un, et puis dans des contextes, on va dire, d'exécution de notre métier, et pas dans des contextes de célébration, alors que finalement, avoir fait ça sur 25 ans, ça mérite d'être célébré. Et puis enfin, on aura le 16 octobre, le Smart Birthday, pour notre anniversaire, donc avec nos clients, avec nos partenaires et avec nos collaborateurs, pour, on va dire, clore ces 25 ans et donc faire à chaque événement des choses un petit peu nouvelles. Donc ces 3 beaux événements que vous allez faire, ça va être super, je pense, autant pour les clients que pour les partenaires, que pour les employés. Et tu as aussi voulu faire ces 3 podcasts pour faire quelque chose d'un peu différent. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu l'intention que tu as eue derrière cette idée-là ? Absolument, parce que en 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses, et on pourrait avoir la tentation de vouloir partager beaucoup de choses, ce qui est bien le cas, mais le faire au travers de grands et longs discours, ça ne nous semblait pas forcément être la manière la plus appropriée. Ouais. Et donc, on s'est dit, on va faire 3 podcasts. Le premier sur l'aventure entrepreneuriale de SmartWave. Et puis après, qu'est-ce qui caractérise le mieux SmartWave ? En fait, c'est des offres techniques, donc parler de la genèse et du développement des offres techniques. Donc ce podcast sera animé par Emmanuel et Mathieu. Et puis aussi la partie people et le développement des personnes qui ont travaillé et qui ont construit l'aventure SmartWave. Donc toute l'histoire des talents de SmartWave. Et donc celui-ci sera animé par Nicolas et Yannick. Et ainsi, on couvrera, alors avec un long discours, puisque là, je fais que de parler, mais c'est pas imposé de manière continue dans un lieu confiné pour les participants. Et puis les gens pourront t'écouter en accéléré s'ils le souhaitent, et aussi pour aller un peu plus vite. Non, mais en tout cas, c'est beau, je trouve que c'est intéressant aussi pour les personnes qui t'ont accompagné dans toute cette aventure, d'entendre ces différentes histoires et d'entendre aussi les autres perspectives de l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est très intéressant pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de l'histoire, de ton histoire, de l'histoire entrepreneuriale de SmartWave. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que tu faisais avant, ton parcours avant SmartWave, et ce qui t'a emmené à vouloir commencer cette aventure-là ? Oui, alors
Quand j'ai créé SmartWeb, j'avais 35 ans, il y a 25 ans. Je vous laisse faire les additions. Mais on va dire que à la suite de mes études, on va dire une école de commerce en France, j'étais plutôt, on va dire, financier. Et à l'époque, donc c'était dans les années 80, Mhm. j'étais plus attiré par la finance. Et aujourd'hui, c'est une banalité de dire ça, mais j'ai fait des stages dans le monde du capital risque et j'ai rencontré à cette occasion une équipe de chercheurs qui cherchaient à créer une boîte. C'était des chercheurs de France Télécom à l'époque, donc devenu Orange entre-temps, c'était Ouais. il y a très très longtemps. Euh, et ils ont créé cette société-là. Puis moi, en même temps, j'ai terminé mon école de commerce. Je suis allé passer quelques entretiens. À l'époque, on disait les Big Five. Maintenant, ils ne sont plus que 4 Mhm. pour faire de l'audit et apprendre le métier. Et puis, ils m'ont proposé de rejoindre l'aventure, sachant qu'ils m'avaient proposé, puisque j'avais vraiment bien sympathisé avec eux, de participer à la création de cette société-là en utilisant un bout de mon emprunt étudiant pour acheter 1% du capital. C'était plus symbolique qu'autre chose, mais c'était déjà une partie, on va dire, un petit peu entrepreneuriale qui, on va dire, consacrait quelques prédispositions Ouais, tu as déjà pour la suite. commencé à cet âge-là, ouais, c'est Ouais, intéressant. il y avait eu aussi la junior entreprise précédemment, enfin, ce genre de petits symptômes Mhm. prémonitoires. Ok, intéressant. Voilà. Et donc, j'ai rejoint cette entreprise-là qui, quelques années après, a intégré une société de services informatiques, alors que dans le même temps, elle signait un énorme marché international pour les Nations Unies, Mhm. à New York et à Genève. Et donc, c'est là où j'ai eu l'occasion de voyager à New York et à Genève. En même temps, on va dire, je venais de me marier, on avait nos premiers enfants, on n'avait pas de rêve américain. Et donc, du coup, quitter Paris pour venir dans les montagnes et près d'un lac, c'était mieux aligné. Et donc, je suis arrivé en 99 à Genève. Mhm. Et puis, en 2000, il y a eu l'éclatement de la bulle Internet. Et donc, j'ai eu l'opportunité de créer SmartWeb à ce moment-là. Et d'ailleurs, 25 ans dans l'informatique, avec SmartWave, c'est une époque qui a vécu énormément de changements dans tout ce qui est système d'information, IT, tu parles de la bulle Internet. Qu'est-ce qui t'a marqué un petit peu de toutes ces époques-là et toutes ces évolutions? Ouais, en fait, c'est amusant qu'on en parle maintenant parce que depuis 2 ans, on a l'impression que tout est changé avec l'intelligence Ouais. artificielle générative. Et quand on a créé SmartWeb, c'était les premiers euh, services serveurs Internet et les premiers services web qu'on mettait, quoi. Mhm. Et c'était plutôt pour présenter des choses à l'extérieur que aujourd'hui le système d'information global et intégré qu'il propose, quoi. Donc des révolutions, on en a vécu plein. Et d'ailleurs, en fait, c'est toutes les révolutions et le fait que toutes ces informations au travers chaque système ont pu communiquer qui permettent de créer aujourd'hui une quantité de données assimilables pour générer les larges modèles et tout ce que va être permis. Et ça s'est construit étape par étape depuis 25 ans. Et ça a été, on va dire, un petit peu effréné. Et ça donne finalement énormément d'opportunités pour créer des offres Mhm. différenciées sur lesquelles se faire reconnaître. Et puis aussi développer des personnes avec de la passion et de la volonté de faire des choses et d'en voir le résultat. Ouais. Ouais, c'est incroyable parce que quand on y pense, l'IT, il y a 100 ans, n'existait même pas, enfin, c'était même pas un domaine. Et donc, cette évolution est quand même assez incroyable au cours des 25 dernières années et même de ce qui s'est passé avant. Et on va parler un petit peu de l'histoire, mais avant ça, est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que fait SmartWave aujourd'hui, un peu les différentes offres que vous avez pour qu'on puisse bien comprendre comment SmartWave fonctionne et ce que vous faites? Ouais, alors pour le faire très simplement, on construit et on modernise les usines logicielles. Mhm. Alors quand on parle d'usine, on n'est pas à un stade artisanal, ça veut dire qu'on travaille pour des clients qui ont des départements informatiques d'une vingtaine de personnes
Et qu'est-ce qu'on fait? On fait 4 choses. On crée, c'est-à-dire on développe des applications et au lieu de les développer, on va dire uniquement de manière traditionnelle, on essaye de les développer rapidement avec des solutions de low-code qui permettent de délivrer rapidement des applications métiers pour nos clients. Mhm. Deuxièmement, on connecte, c'est-à-dire que les systèmes d'information sont composés de plein de systèmes indépendants, un ERP, un CRM, un système de manufacturing. Et puis, ces choses-là, alors historiquement, étaient vraiment des silos complètement indépendants. Ok. Et aujourd'hui, ils sont des composants interdépendants. C'est-à-dire que quand on change une chose, bah, ça peut avoir des impacts sur l'autre. Et donc, nous, on va mettre de la colle et on va fluidifier euh, toute la communication entre les composants du système d'information. Ça, c'est la deuxième chose, donc Ok. connecter. Et la troisième chose, c'est sécuriser d'un point de vue applicatif. Et ça se résume à 2 questions. Être sûr de donner les bons droits d'accès à la bonne personne. Donc les bons droits d'accès, c'est tu es le directeur commercial Mhm. et il faut que tu aies les bons accès par rapport au statut et au rôle de directeur commercial. Et puis après, c'est Max est le directeur commercial, mais on peut lui dire, ah oui, mais en plus, tu vas t'occuper de la direction générale de telle autre filiale, donc tu peux avoir 2 casquettes, et ce qui fait que il y a les droits attachés à la personne et les droits attachés au rôle, et il faut que tout ça soit cohérent, surtout quand on est dans des mondes développés où Ouais. il y a des contraintes de compliance Mhm. et de régulation qui arrivent. Et quand il y a beaucoup de monde aussi, s'assurer que tout le monde ait les bons accès des bonnes choses, etc. Et que ce soit pas tout mélangé, j'imagine. Exactement. Ouais. Et puis le dernier point, c'est on automatise parce que bah, j'ai parlé de mettre de la glu entre tous les composants et des Mhm. composants, il y en a plein. Et en fait, la contrainte, c'est qu'on passe plus de temps à faire que les choses puissent communiquer correctement. Et donc, quand on doit les installer, qu'il y a des changements, des nouvelles versions, des problèmes de sécurité exigeant des mises à jour et tout ça, bah, il faut que tout ça soit le plus automatique possible, parce que sinon, ça devient extrêmement complexe et puis on ne fait plus que ça. Alors que faire ça, c'est juste permettre au système d'avoir un run correct et ça génère pas de valeur ajoutée comme si c'était une nouvelle fonction. Ouais, Donc il faut faire ça de manière bien sûr. efficiente et c'est ce qu'on a fait avec cette partie automatisation qui est, on va dire, du DevOps et le levier du cloud où on peut automatiser beaucoup de choses également. Ouais. Donc tu parles de cette usine logicielle et les différents services que vous fournissez au sein de SmartWave. Est-ce que tu peux me donner un exemple où cette usine logicielle a été implémentée et où ça a vraiment eu un impact pour un de vos clients pour que je comprenne dans la pratique un petit peu comment ça fonctionne? Ouais, bonne question, parce qu'effectivement, quand on parle d'une usine, on voit rarement une usine sortir de terre du jour au lendemain. Ouais, ça prend du temps. Et donc, chez la plupart de nos clients, bah, en fait, on travaille en amont avec des architectes pour permettre que l'usine reste toujours une usine et soit de plus en plus perfectionnée et il n'y a pas un effet waouh. Mhm. Par contre, il peut nous arriver qu'il y ait on va dire, une certaine synchronisation entre un moment clé de l'entreprise et la capacité à passer à l'échelle supérieure. Et c'est ce qui nous est arrivé avec une scale-up qui travaillait, on va dire, en mode recherche. Et puis, elle a été successful et elle est passée à l'échelle en passant de contrats de recherche, de prototypes à quelques millions à des contrats industriels à quelques centaines de millions. Et là, on imagine bien que au niveau manufacturing, donc là, la vraie usine, il Wow. faut un changement d'échelle, Ah bah oui. mais on conçoit que l'effort doit être porté au niveau de l'usine Mhm. et pas sur toute l'infanterie, genre le système de facturation, la compta, les ordres qui arrivent du CRM et tout ça. Et donc, avoir cette capacité à passer sans remettre en cause l'existant et en lui donnant juste la capacité à scaler très fort pour passer à l'échelle industrielle, bah, en fait, c'est toute l'usine logicielle qui trouve à s'exprimer à ce moment-là. Mais le faire, on va dire, one shot dans un contexte spécifique à un client, c'est pas si fréquent que ça où il y a Ouais. l'effet waouh, quoi. On est plutôt des gens du back-office, de l'arrière-cuisine. Ouais, mais sans ce back-office, au final, il y a tout qui s'écroule. Donc, c'est hyper important quand une entreprise essaye de scaler, justement, d'avoir ce genre de système avec eux, j'imagine, hein.
Absolument. Enfin, Ouais. on y croit en tous les Ouais. cas. Ok, bah merci pour l'exemple, ça permet de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Revenons au début. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu as commencé l'aventure SmartWave et comment cette entreprise a démarré pour comprendre un petit peu quel était le mindset à ce moment-là? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure en disant qu'il y avait des signes prémonitoires. Ouais. Et puis, eh bien, en fait, là, on va dire, il y avait à la fois ces signes prémonitoires de vouloir entreprendre, et puis il y avait un certain enthousiasme et le fait d'arriver dans un nouvel environnement, de se faire une idée, on va dire, a priori d'un marché que je connaissais peu, quoi, parce que je suis arrivé à Genève, je connaissais qu'une organisation internationale qui n'est pas, même si elles sont importantes, qui n'est pas exactement le reflet du marché genevois, mais il y avait une conviction qui était de dire il y a une place pour des acteurs spécialisés dans un petit pays, et dire un petit pays, une petite zone géographique à l'époque où il n'y avait ni télétravail ni Internet Mhm. à l'échelle et doté des moyens de collaboration qu'on connaît aujourd'hui, ça prend une toute autre dimension que aujourd'hui où tout est possible depuis n'importe où pour servir presque n'importe où, Ouais. à la différence près qu'il faut quand même comprendre la finalité et interagir. Et donc là, il y a un grand besoin de proximité, notamment sur des choses nouvelles, d'où la nécessité pour nous d'innover. Parce que si on se met à délivrer des commodités, effectivement, on a un gros handicap coût de par le fait que toutes nos ressources sont positionnées et salariées ici, quoi. Ouais. Non, faut pas oublier qu'on se remet il y a 25 ans, donc début des années 2000. Le contexte est forcément très différent de ce qu'il est aujourd'hui, comme tu l'as dit. Début d'Internet, pas de tout ce qui est réseaux sociaux et tout n'existait pas. Enfin, toute l'infrastructure IT était très différente. Donc vous avez décidé de commencer sur quelque chose de très ciblé, comme tu le mentionnais. Et après, ça a évolué comment avec la suite? Alors, on va dire, moi je considère que notre grande chance, c'est d'avoir été extrêmement focus et Mm. concentré au début. Euh, et bah, comme je connaissais que les organisations internationales, et c'était le cas des autres cofondeurs, Pierre, Alban, Daniel, bah, on s'est mis à travailler sur ce qu'on connaissait et uniquement ce qu'on connaissait et à essayer de délivrer bien. Et Mhm. puis on a eu la chance d'avoir rapidement, ou l'opportunité d'avoir rapidement deux gros marchés qui nous ont permis, on va dire, de monter assez rapidement une équipe de 10 personnes. Euh, D'abord avec un contrat dans le monde des organisations internationales, alors pas celle où j'avais mon historique, mais une de la famille ONU, on va dire. Ok. Et puis ensuite un autre gros projet avec une multinationale du monde alimentaire qui nous a occupé également 2 ans. Donc ce qui fait que les 4 premières années, on a eu, on va dire, deux vaches à lait qui nous ont permis de créer une équipe et puis aussi de créer des fonds propres parce que en 2005, on a rencontré la réalité du marché qui est, bah, c'est pas simplement deux contrats qu'on obtient dans un marché qu'on connaît bien ou sur un domaine d'expertise sur lequel on est très pointu, mais c'était, il faut avoir la diversification. Et la diversification, c'est quelque chose qui a mis super longtemps à se mettre en place, hein. Parce que, bon, forcément, le premier client, le moment où on le signe, bah, il représente 100% du business, ça c'est Ouais, assez bien, ouais, logique. c'est assez logique. Euh, Par contre, on va dire, 10 ans après, donc, et forcément, donc là, il y a les deux premiers clients, donc les premières années, ils représentaient 90%, puis au bout de 4 ans, ils représentaient 60%. Et en fait, il a fallu attendre plus de 10 ans, en 2011, pour qu'on ait notre dernière piqûre de rappel, où lorsque le franc suisse a pris l'une de ses premières fièvres par rapport au dollar, on avait encore un client qui faisait 30% du chiffre d'affaires, et à l'époque on devait être 35, Mhm. et il représentait plus de 30% du chiffre d'affaires, et en 3 semaines on est passé de 30% à zéro. Et ça, comme piqûre de rappel, ça a été salvateur, parce que Ouais. depuis, le pattern, c'est euh, notre plus gros client fait entre 10 et 12% du chiffre d'affaires. Et c'est très bien comme cela, parce que bah, sinon,
ça peut conduire à un élément de risque. Ouais, ça, je pense, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs doivent entendre et parce qu'on a de temps en temps, je pense, le risque, c'est de tomber dans le confort. On est content d'avoir ce client ou ces deux ou trois clients qui sont super, mais si on en perd un, comme tu dis, le risque, il est assez énorme pour l'entreprise. Donc, c'est une belle leçon, je pense, que tu as retenue. Est-ce qu'il y a d'autres leçons que tu retiens de ces premières années qui ont été intenses dans la construction de SmartWave? Alors oui, mais juste une précision avant sur le point que tu mentionnes. Ouais, Rien que pour se rendre compte euh, de, on va dire, de la dimension euh, un gros client représente plus, il faut déjà avoir réussi à faire un cheminement pour se trouver détaché et plus l'acteur unique des 30%, parce que je pense que vouloir être l'acteur de bien servir et optimiser le voyage et la collaboration avec un client, puis dans le même temps dire non mais il faut qu'on fasse moins in fine avec lui, c'est deux ouais, patterns amenés en même temps qui sont assez compliqués. Donc j'avais ouais. déjà la chance, et c'est un petit peu tout ce qui s'est passé au long de mon aventure, c'est que je ne l'ai jamais faite seul, et donc ces rôles-là ont pu coexister justement pour avoir ces capacités de recul minimal pour faire ces choses-là. Est-ce que la solution pour ça, c'est du coup d'augmenter la capacité et d'aller rajouter par-dessus? Parce que comme tu dis, c'est difficile, tu veux garder une bonne relation avec ton client et grandir avec, mais en même temps, pas passer 100% du temps dessus. La solution est donc de grandir et d'essayer d'avoir des nouveaux clients qui permettent de diversifier un peu. C'est ça la méthodologie, tu penses, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de le faire? Alors, ouais, en fait, le sujet de la diversification, on peut l'adresser par ne pas se focaliser sur un seul client et pour augmenter ses chances, c'est ouvrir de nouveaux horizons, Mhm. typiquement de nouvelles offres sur de nouveaux domaines qui euh, vont conduire nécessairement à rencontrer d'autres clients, quoi. Donc, il y aura le podcast animé par Emmanuel et Mathieu Ouais. qui justement expliquera la genèse et le développement des offres. Et je pense que cette dynamique à chercher de nouvelles offres ou de nouveaux marqueurs, alors qu'ils ne sont pas forcément complètement en dehors, hein, puisqu'on fait de la croissance par capillarité, c'est-à-dire on fait un domaine et puis après on fait des choses qui sont au bord du domaine, Mhm. bah ça contribue à dire les choses qui sont au dehors, à proximité du domaine, vont intéresser d'autres clients et donc quelque part contribuer à la diversification que l'on vise. Ouais. Et le risque de devenir monoclient, c'est de dire on ne fait plus qu'une seule chose. Si cette chose s'adresse à un nombre de clients limité, d'autant plus que l'expérience montant, on devient de plus en plus expert, c'est quelque chose dans lequel on peut se trouver enfermé. Ouais, et j'aurai l'occasion d'explorer tout ça avec Emmanuel aussi durant le deuxième podcast pour discuter de ces différentes offres et de comment ça marche. Je sais que pendant votre histoire, tu m'avais raconté qu'il y a eu un palier qui était celui de 10 millions, qui était assez difficile à franchir. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi? Tu as parlé de l'usine logicielle, tu as parlé de la diversification, les offres, etc. Pourquoi 10 millions, c'était un palier qui était difficile à franchir et comment est-ce que vous avez fait pour le franchir? Quelles étaient un peu les solutions que vous avez apportées? Alors, des paliers, il y en a eu plein. Après, ça a été un plafond de verre à un moment donné. Ouais. Euh, Parce que, on va dire, quand on s'est mis à développer plusieurs offres, il faut avoir différentes expertises, il faut commencer à s'organiser, à se structurer. Et donc là, on va dire, autant au début, on a démarré sur deux domaines d'expertise. Un qui était notre domaine historique dans lequel j'avais commencé à travailler, qui était la gestion électronique de documents. Et puis l'autre qu'on a créé dès le premier jour sur la gestion des identités et des accès. On va dire, on travaillait dans notre domaine. Donc on a commencé avec nos savoirs historiques, la gestion électronique de documents, et on a ajouté dès le day one la sécurité Mhm. avec la gestion des identités et des accès. Ensuite, on a rajouté d'autres offres, et donc c'est posé la question de dire comment on structure l'entreprise pour avoir des expertises et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la bonne fée IO, Mhm. donc entreprise, entrepreneur Entrepreneur organization, Organization, ouais. entrepreneur organization, qui, on va dire, m'a permis de prendre un petit peu de recul et de hauteur en disant mais pourquoi on a créé SmartWave,
qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller. Et donc là, on a fait nos premiers exercices de vision, nos premières définitions de valeurs en disant on veut articuler tout ça. Puis après, se pose la question en disant comment on s'organise pour réaliser le développement et le concrétiser. Voilà. Et on a abouti à un certain nombre de modèles qui ont permis de passer des étapes. Mais effectivement, ces modèles, on va dire, dès que ça commence à bien marcher, on arrive à leurs limites et puis après, il y a des plafonds de verre. Donc le premier modèle, c'était un modèle qu'on a appelé les LOS, c'était Line of Services. Ok. Et l'idée, c'était une idée de dire, on va créer des espèces de micro-entreprises qui sont comme des business units où on a un responsable qui est responsable d'un business, d'une équipe et d'une expertise. Et puis, on va lui apporter un certain nombre de services transversaux, la vente, le marketing, les ressources humaines et tout. Et on a fait ça donc à l'échelle locale. Et donc, ça a plutôt bien fonctionné parce que ça a permis de développer des talents qui sont toujours parmi nous aujourd'hui, et puis de créer des vraies expertises techniques. Par contre, la scalabilité du modèle avait ses limites parce que si on veut développer des personnes et les faire devenir managers, bien sûr, ces personnes doivent être engagées, passionnées, mais il faut réussir à créer un environnement sécurisant. Et le problème, c'est que pour trouver des bonnes solutions, il faut avoir un nombre de solutions suffisant, parce que sinon on n'a que les problèmes. Ouais. Et on a un nombre trop limité de solutions. Et ça, c'est propre à la taille des équipes. Et donc, quand on est sur le marché quasi exclusif de la Suisse romande, en fait, on arrive à des équipes qui sont, on va dire, de 5 à 10 personnes. Et on n'a pas une versatilité pour dire je vais créer un nouveau business et je peux réagir. Donc, il y a deux situations. C'est soit tout va bien, mais on est facilement en surchauffe parce qu'il y a du surbooking, soit on vient de terminer un projet et on est en sous-charge et c'est difficile. Alors, quand on est l'entrepreneur et qu'on démarre from scratch, il faut vivre avec ça. Le problème, c'est que quand on crée plusieurs lignes de service, même avec toute la bienveillance possible, eh bien en fait, si on essaye de monitorer ça, on va partager les indicateurs des uns et des autres. Et même si les personnes peuvent être dotées d'une vraie capacité de résilience, le fait de juste voir les performances différentes des uns et des autres selon qu'on est tout bon ou tout mauvais pour des raisons purement de contexte, sur le long cours, c'est extrêmement difficile à vivre. Et donc, dès lors qu'on avait ce modèle-là, on se disait, c'est pas possible parce que, on va dire, les personnes que l'on avait développées, elles avaient un plafond de verre en disant, de toute façon, c'est toujours binaire et j'arrive jamais à sortir de ce cycle infernal. C'est mentalement que c'est difficile pour eux, j'imagine. C'est mentalement, c'est et ça. puis voilà. Et donc, on va dire, il y a des personnes pour lesquelles ça n'a pas marché, non pas à cause d'elles, mais parce que quand on n'a pas suffisamment de positif sur le plan émotionnel, le négatif prend le dessus et ça ne fonctionne pas et ça peut satisfaire personne, quoi. Et donc, il a fallu réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et donc là, il y a une idée. Et donc là, on est rendu en 2020 à une réflexion qui consiste à dire, comme on a plusieurs expertises, on va essayer de faire des projets end-to-end plutôt que de dire on fait de la sécurité, uniquement de la sécurité, on fait de la connexion avec de l'intégration, voilà, et ça comme des projets indépendants dans chaque silo responsable. Et donc là, on s'est dit, tiens, on pourrait prendre de manière transverse des choses pour réaliser des projets de end-to-end. Ouais. Mais là, c'est encore moins fun parce que y a eu un fail. Grosso modo, pour, on va dire, prendre une métaphore, on était dans chacun de nos silos des
des motoristes spécialisés. Très focalisé sur Voilà, une seule niche. On était autour des moteurs, donc il y avait Ouais. ceux de la carburation, ceux de la compression, et puis les différentes activités. Et puis on s'est dit, on va faire des projets end-to-end, c'est-à-dire on est capable de construire des voitures, quoi. Ouais. En réalité, non. Parce que, on va dire, on a à la fois gardé notre ADN de motoriste, donc on faisait toujours très attention à la compression, à la carburation, à l'échappement, à la boîte de vitesse, alors que quand on est constructeur automobile, il faut faire du marketing, avoir de la relation client et tout ça. Et ça, c'était des choses qu'on n'avait pas dans notre ADN. Donc, on avait toujours nos exigences puristes tech. Mhm. Et puis, on n'avait pas pour autant la capacité à servir et à adresser toute la satisfaction client, notamment sur les aspects, on va dire, relationnels, parce que c'était pas dans notre ADN, quoi. Mhm. Et donc, c'était assez compliqué. Puis surtout, ce qui a été compliqué, c'est de constater que ça marchait pas, et puis de trouver un autre modèle alternatif. Et comment vous avez fait ça? Parce que c'est vrai que c'est intéressant de se dire que de réussir à construire les composantes les unes, chacune dans un silo, et assembler toutes ces composantes pour avoir la voiture, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous avez pu mettre en place des structures et des méthodes qui vous ont permis de réussir à devenir le constructeur de voitures? Ou est-ce que vous êtes plutôt resté du coup sur le côté motoriste? Ou est-ce que vous avez fait une combinaison des deux? Alors, voilà, le côté constructeur de voiture, il n'a pas marché, Mhm. et donc on a dû l'arrêter. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que ici, on est dans un micro-village, et Mhm. donc il faut, on va dire, ne pas laisser de traces indélébiles par rapport à ça. Donc, il a fallu déjà finir proprement les projets, les quelques projets importants sur lesquels on s'était mis dans ce mode-là. Donc ça, c'était pas le moindre mal. Et puis après, retrouver et réorganiser notre modèle et retrouver notre modèle original de spécialiste, Mhm. mais en se disant, on veut plus de la solution plafond de verre avec un silo trop petit et des équipes de seulement 5 à 10 personnes. Ouais. Donc c'est là où on a mis en place un nouveau modèle qui est d'un côté une approche solution où on est à la fois, le client vient nous voir et nous dit j'ai un problème opérationnel, et on définit et on analyse quelle solution peut se mettre en place et on l'implémente. Mhm. Donc ça, c'est un mode qu'on organise essentiellement en mode projet. Et puis un autre mode où le client a choisi une techno, par contre a des grands projets à implémenter et n'a pas assez de ressources, et dit je cherche des experts pour m'aider sur des grands projets qui sont longs à faire ces choses-là. Et donc on a fait deux équipes, une équipe solution et une équipe engineering. Et là, on est passé avec deux équipes avec une taille minimum de 20, Ouais. chaque équipe. Et là, on est exactement dans l'organisation que j'expliquais tout à l'heure, où, oui, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup plus de solutions. Et donc, tous les arbitrages peuvent être faits par la personne en charge de l'équipe, parce qu'il peut dire, ça a permis aussi de développer davantage de versatilité des personnes qui peuvent... alors, il reste quelques experts qui vont être très focus sur un domaine d'expertise, Mhm. mais ça a permis à des gens de devenir plus polyvalents. Et puis, ça a permis de clarifier ces choses-là et donner aux personnes en responsabilité davantage de moyens pour vivre sereinement les performances, plutôt que d'avoir des up and down à adresser très régulièrement avec la charge émotionnelle qu'il y a derrière. Ouais, j'imagine. Et je trouve ça hyper courageux de votre part d'avoir accepté quelque part que la direction dans laquelle vous étiez engagé était peut-être pas la bonne, qu'il a fallu revenir dans votre ADN et de construire quelque chose qui corresponde plus à votre ADN et d'avoir réussi à faire ça. Donc déjà, bravo pour ça. Mais est-ce qu'il y a un moment donné dans l'histoire de Smartwave où tu as douté et où tu t'es dit ah là peut-être ça va pas marcher, on va pas y arriver,
Est-ce qu'il y a des moments de doute comme ça dans l'histoire que tu as vécu? Alors oui, mais pour répondre à ta question, le fait de changer de mode, c'était le moyen de dire comment on a rendu les équipes plus grandes. Mhm. Et donc là, avec ça, on a adressé un problème. Ouais. L'autre problème ou risque qu'il y avait, c'est quand chacun travaille dans son silo, on va dire, on développe naturellement un égocentrisme sur le silo dans lequel on travaille. Mhm. Et aujourd'hui, peut-être de manière plus importante, parce qu'il y avait le problème de la taille, et donc on a trouvé le moyen de régler le problème de la taille minimum. Mais par contre, résoudre le problème de l'égocentrisme, c'est vraiment un challenge. Et aujourd'hui, la chose que l'on a mis en œuvre, c'était de travailler de manière alignée à des objectifs communs et pas à des objectifs propres à mon silo et les autres. Moi, j'ai fait mes chiffres et Ouais. les autres font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas mon affaire, quoi. Ah, c'est la cohésion entre les Et différents donc, silos. voilà. Donc. Et Ouais. alors, pour ça, en même temps qu'on a changé notre business model, on a adopté un framework qui m'est venu aussi grâce à Entrepreneur Organization, qui s'appelle EOS, qui s'appelle Entrepreneurial Operating System, comme le DOS informatique Ouais. de notre enfance. Et grosso modo, cette méthode, c'est un framework, non pas pour le dirigeant ou l'entrepreneur comme Entrepreneur Organization peut l'être, mais plutôt un framework pour apprendre à fonctionner en équipe de direction, à créer de l'alignement, à créer de la clarté, euh, on va dire end-to-end, et non pas simplement dans un silo donné sur une fonction donnée, quoi. Mhm. Et il y a un livre qui m'a marqué qui s'appelle The Five Dysfunctions of a Team de Patrick Lencioni, qui explique que le premier niveau, c'est de se faire confiance. Donc chaque personne au niveau du management et puis après, progressivement dans tous les niveaux de l'entreprise, doit se faire confiance. Pour se faire confiance et créer de l'alignement, on doit oser et vivre le conflit sain. Mhm. C'est-à-dire que si on doit s'aligner et que toi, tu as tes intérêts et moi, j'ai mes intérêts, il faut qu'on les confronte dans une vraie confrontation, au sens sain du terme, pas qu'on se batte, Non, bien sûr. pour que si l'un d'entre nous dit « Ok Max, c'est ton idée et ton approche qui est la bonne », il faut que j'en sois convaincu pour que je sois aligné dessus et pas que je le fasse en disant « Bon, d'accord, c'est le chef et je vais le faire ». Et donc, à partir de là, tu peux créer l'alignement et après, tu peux créer véritablement des objectifs communs sur lesquels solidairement chaque personne va pouvoir être engagée. Et c'est du bon sens, mais c'est where the magic happens. Ouais, Voilà, ce qui demande je pense, une ouverture d'esprit, un engagement, une envie de l'équipe aussi de faire bien. Je sais que tu as souvent parlé de l'équipe comme étant un moteur très important de chez Smartwave. On va en parler aussi, mais avant ça, j'aimerais te demander sur toute l'histoire encore, vu qu'on est là-dessus. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as eu une décision qui était particulièrement difficile pour toi de prendre et qui t'a appris aussi beaucoup dans l'avenir? alors, oui, forcément, mais je dirais maintenant, je porte plus d'attention à dire qu'est-ce qui est impactant. Mhm. Et finalement, c'est quand on est amené à prendre des décisions, surtout quand elles sont pas agréables, décider d'une fin d'une collaboration, par exemple, Mhm. dire ça alors que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire pas simplement le manager direct, mais dans l'entreprise, l'alignement quant à la nécessité, quant aux raisons, motivations qui conduisent à cette décision désagréable n'a pas été fait. Parce que après, je veux dire, quand bien même la décision est prise, eh bien en fait, il y a tout l'impact négatif qui peut arriver et qui va polluer et prendre une bande passante absolument incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, plutôt que de dire est-ce qu'à un moment on a couru un risque fatal, bah, la réponse est plutôt non.
Mais par contre, si on fait une succession de choses qui cassent le collectif et l'alignement, ça, c'est vraiment le poison qui se diffuse partout. Et là, effectivement, on peut mettre en péril, perdre ses valeurs, perdre de vue l'objectif qu'on vise. Et ça, c'est vraiment ce qui met les entreprises à risque. Et c'est pour ça que travailler sur un objectif conjoint, une vision à long terme sur des valeurs sur lesquelles tout le monde est aligné, c'est vraiment fondamental parce que c'est ce à quoi on se rattache pour prendre et vérifier l'alignement sur les décisions difficiles qu'on a à prendre. Oui. Ça permet de vraiment s'assurer que tout le monde est dans le même bateau, va dans la même direction. Et puis après, s'il y a des, voilà, ça peut arriver, hein, comme dans toute histoire, il y a des gens qui décident de quitter le bateau ou qui sont plus alignés ou autre. Mais au moins d'avoir que tout le monde soit d'accord que ça, c'est le framework de prise de décision et on prend toutes les décisions basées là-dessus. Je pense que c'est une leçon qui est très intéressante pour tous les entrepreneurs et toutes les entreprises aussi. Donc cette méthode EOS, qui apparemment est une méthode qui vous a aidé en tout cas à structurer tout ça, peut être implémentée dans d'autres entreprises. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je ne crois pas en la magie d'un framework en particulier. Par contre, je pense qu'au moment où une organisation a des challenges, il faut que pour se structurer, s'organiser, prendre un petit peu de hauteur, cette entreprise ait l'occasion de rencontrer une méthode A, B ou C. Et toutes ces méthodes, quand on lit les bouquins, on se dit, mais oui, c'est du bon sens, pourquoi on ne le fait pas? Parce que, en fait, on ne l'a pas assez répété, on ne l'a pas assez partagé, on n'a pas été assez clair, et on ne l'a pas encore assez dit, et il faut le redire, etc. etc. Et voilà, alors c'est du bon sens, mais par contre, quand on regarde, j'ai bien appliqué le bon sens, ouais, non, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas parlé, et tout. Et ouais, c'est du bon sens, mais c'est pas si naturel que ça. Ouais. Et puis, il faut vraiment que ça infuse. Parce que si c'est uniquement les quelques membres du management et qu'on est déconnecté du reste, ça imprime pas. Hein. Non. Non, c'est sûr, la communication et puis s'assurer que ce qui peut paraître évident pour nous l'est pas forcément pour tout le monde, donc il faut répéter, répéter, répéter. Voilà, donc moi je suis vraiment très très content des bonnes fées qu'on a rencontrées. D'autres bonnes fées, il y en a. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir ces moments, on va dire, de connexion en disant, tiens, il y a un problème ou quelque chose de significatif qui est important pour créer quelque chose dans la société, pour qu'elle s'en empare et que ça ne soit pas simplement une initiative individuelle. Et puis, le fait que ça se déroule, que ça s'infuse suffisamment longtemps pour arriver à un point de non-retour. Ouais. Et est-ce qu'il y a une journée ou un moment sur ces 25 dernières années, qui t'a particulièrement marqué, ou dont tu te souviens tout particulièrement, que tu aimerais partager? Il y en a plein, mais juste parce que cette année, c'est nos 25 ans. On avait fait nos 15 ans. Bon, malheureusement, on n'a pas fait nos 20 ans en plein Covid. C'était pas le bon moment. Ouais, difficile pour tout le monde. On va dire l'anniversaire des 15 ans qu'on avait fait, on va dire c'était une belle réunion de voir, on va dire que des gens passionnés par le même sujet autour des technologies IT, qui avaient apprécié et qui apprécient encore pour bon nombre, puisqu'ils sont toujours parmi nous, de travailler en équipe, avaient tant de plaisir et tant de capacité à être, on va dire, ensemble, heureux, efficaces et passionnés. Puis, même quand on regarde ceux qui sont restés et ceux qui sont partis, les évolutions qu'elles ont connues, on fait un beau voyage professionnel. Ouais. Et finalement, c'était un petit peu, on va dire, la photo spot qui représentait ça. Et puis, c'est pour ça que avec 3 événements sur les 25 ans, on se dit on se donne encore 3 fois plus tu t'es dit de tu vas tripler la chose d'en pour profiter et de l'apprécier. Ouais, t'as bien raison. Écoute, si une fois pour les 15 ans c'était bien, 3 fois pour les 25 ans, ça paraît être un excellent moyen de réussir à le répliquer en tout cas. Merci, j'espère.
Et est-ce qu'il y a une personne, un collaborateur, un client, un partenaire qui a profondément marqué ton aventure avec SmartWave? Alors, c'est aussi bien personnel que pour SmartWave. En fait, comme je l'ai dit, quand j'ai créé l'entreprise, c'était de l'enthousiasme, une conviction, et puis il n'y avait pas de réflexion, de vision incroyable. C'était on se lance, et puis après, quand ça a marché, c'était de dire bah, maintenant on va essayer de donner du sens, ce que j'ai expliqué en Suisse. Mhm. En Suisse. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer une personne juste au moment où je crée l'entreprise qui était le propriétaire de l'immeuble dans lequel je voulais louer les premiers bureaux. Et euh, non seulement il a pris les précautions de dire bon, vous allez pouvoir me payer les loyers, mais surtout il m'a dit mais moi je veux voir votre business plan, ça m'intéresse. Et puis comme il venait régulièrement dans l'immeuble, il passait régulièrement me voir en me disant voilà, vous en êtes où et tout ça, et votre budget, ça avance comme vous voulez. Puis je lui ai dit bah, je peux vous montrer votre reporting. Et puis au bout d'une première année, je me suis dit mais si j'ai envie d'avoir quelqu'un qui a un peu de hauteur et de distance, et puis comme il avait eu une grande carrière d'entrepreneur et de chef d'entreprise, bah, je lui ai proposé de rejoindre le conseil d'administration. Et donc René, puisque c'est son prénom, m'a accompagné 25 ans comme administrateur. Là, il vient de décider d'arrêter à 88 ans son mandat d'administrateur, mais je tiens vraiment à le remercier parce que il a lu tous les reportings faits pendant 25 ans, donc déjà, c'est un effort. Et surtout, sur chacun, il m'a challengé avec un œil que j'aurais jamais eu de l'intérieur, qui était, bah tiens, telle affaire, telle offre, ça fait 4 fois que vous en parlez, là, où vous en êtes, et c'était juste une aventure incroyable, avec un recul et un angle extrêmement intéressant. Donc je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour SmartWave et pour moi. Et puis aussi pour l'aventure humaine, parce que c'est un vrai ami. Et je dirais, c'est pas si courant de créer des amitiés dans un contexte comme ça. Et c'est vraiment le souvenir humain qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette Ouais, question. c'est génial, c'est beau parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi avant tout des aventures humaines et de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça qui t'a accompagné pendant toute cette période et qui t'a challengé, qui t'a permis de grandir, c'est génial d'avoir quelqu'un comme ça. Donc j'espère que René va écouter ce podcast et va entendre parce que c'est très beau ce que tu viens de raconter. Donc merci pour toutes ces anecdotes et cette histoire. Et maintenant, on est en 2025. What's next? À quoi ressemble SmartWave dans 5 ans, dans 10 ans? Quelles sont un petit peu les prochaines étapes pour l'entreprise? Alors, comme je l'ai expliqué, on a commencé à structurer et à réfléchir à où on voulait aller et tout ça. Et c'est devenu un rituel tous les 5 ans de Mhm. dire quelle vision on veut, où est-ce qu'on veut être. Donc ça, j'avais expliqué tout à l'heure le fail en 2020, le temps Oui. de se remettre. Et en 2022, on a écrit notre vision 2027. Donc là, on a prévu de dire on veut se spécialiser avec ces 2 modes de delivery, ces 4 domaines d'expertise qui sont nos différenciateurs. Et puis, on veut créer des opportunités pour nos collaborateurs. Et pour ça, on a besoin de développement. Et donc, on a prévu une croissance de 15%. Et donc, on est au milieu de cette vision et on est en pleine exécution. Et donc, on a fait la première partie de manière tout à fait correcte. Et on travaille à ce que la deuxième se poursuive. Et c'est assez vertueux parce que justement, c'est là où la puissance d'EOS intervient, c'est que bah, l'alignement est vertueux, quoi. C'est-à-dire que quand on a créé de l'alignement, bah, on peut faire descendre l'alignement au niveau du dessous, puis encore Ouais. au niveau du dessous. Et donc, ça crée une certaine dynamique. Et donc, what's next, bah, c'est tout faire pour conserver cette dynamique. C'est-à-dire onboarder d'autres personnes au fur et à mesure que la société croît, le faire sur nos valeurs, sur lesquelles on recrute, sur lesquelles aussi on est capable d'arrêter des collaborations pour les valeurs et pas simplement pour dire est-ce que le chiffre rapporté à cette personne est suffisant ou non. Mhm. C'est pas le critère. Et de dire ça devient un pattern indélébile
au-delà des personnes fondatrices qui ont posé ces valeurs au moment où on émet notre vision, et de le dire. Et si on continue à garder cet esprit d'équipe, eh bien en fait, moi je suis très très confiant sur notre capacité à adresser des nouveaux besoins avec de nouvelles offres et à offrir des opportunités de développement d'expertise, des opportunités de développement de capacité managériale pour continuer le chemin. Ouais. Et c'est ça qui me passionne et qui m'anime. Ouais, c'est beau. Et comment vous faites donc là, vous avez la vision 2027. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur ce qui vient après, c'est-à-dire la vision 2032, ou est-ce que c'est en 2027 que vous commencez à travailler sur l'avenir? Comment est-ce que ça fonctionne, ça, au niveau de l'organisation? Alors, au niveau de l'organisation, donc, effectivement, les visions, on les organise un an à l'avance pour la prochaine année. Ouais. Et quand on fait une vision de 5 ans, on coupe ça en 2 fois en disant c'est quoi les objectifs mid-term. Et puis après, on dépasse, au regard de ces objectifs mid-term, on regarde ce qu'on fait dans les années. Et sur chaque année, on travaille sur des objectifs trimestriels en disant quels sont les roches fondatrices et qui créent et organisent le paysage que l'on doit mettre pour avancer dans les objectifs annuels, puis faire que les objectifs à 2-3 ans sont remplis, et enfin faire que la vision à 5 ans, 7 ans sera exécutée. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille. Et puis, justement, le framework EOS, ça pourrait être un autre, mais c'est celui qu'on suit, nous guide, on va dire d'un point de vue temporel et timing, pour réaliser ces étapes et ce développement que l'on a décidé sur une étape longue et dont on pourrait être distrait s'il n'y avait pas tous ces points intermédiaires chaque trimestre, chaque année, chaque 2 années, etc. Ouais, parce que c'est facile de dire, OK, on veut être là-bas dans 5 ans, mais si on ne fait pas ce travail de rétro-engineering, de dire, OK, pour être là-bas dans 5 ans, il faut être là dans 2 ans, il faut être là dans 1 an, il faut être là dans 3 mois, c'est difficile de l'atteindre. Donc le framework vous permet de faire ça et d'avancer. Et en tout cas, comme tu disais, vous êtes sur la bonne voie pour 2027, donc j'espère que ça va bien aller jusque-là. Et si tu devais donner ta plus grande fierté de Smartwave aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? C'est d'avoir créé et fait exister l'équipe Smartwave, parce que Smartwave, c'est vraiment une équipe, un esprit d'équipe incroyable, et c'est ça qui permet d'avancer. Tout à l'heure, je parlais de trucs, on a l'impression que c'est du bon sens, mais l'alignement, c'est tout sauf du bon sens. Non, c'est plus dur qu'on le pense. Et donc, hein, ouais. quand on constate que l'alignement, il atteint un stade où il est vraiment, on va dire, une caractéristique profonde, et bien en fait, on peut dire oui, l'esprit d'équipe, il est véritablement une valeur ancrée et indélébile. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui compte vraiment pour toi? Alors, tu as parlé d'alignement, tu as parlé d'équipe, tu as parlé de valeur, tu as parlé de framework et de structure. Est-ce qu'il y a autre chose encore qui compte vraiment pour toi aujourd'hui, que tu ne considérais pas forcément au début, mais que tu vas vraiment prendre avec toi maintenant, à l'avenir, dans les prochaines étapes de Smartwave? Ce qui compte le plus dans une aventure d'entreprise qui, du fait de la taille atteinte, ne se résume plus à une seule personne, eh bien c'est la confiance et le niveau de confiance qu'on est capable de créer entre ces personnes. C'est le fait que cette confiance, elle fonctionne sur le challenge permanent et régulier, et pas sur on se fait confiance donc on se pose pas de questions. Non, c'est on se fait confiance donc on se challenge et on n'a pas peur de se challenger. Et puis ensuite on peut dire alors là, une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, eh bien là-dessus on peut capitaliser avec un alignement qui est fort pour des objectifs communs sur lesquels chacun est solidairement engagé. Et
c'est limpide pour moi, la comptability, le fait que chaque personne soit imputable euh, sur, sur le résultat global et entier de la société et se sente ainsi, bah c'est la magie quoi, Ouais. de tout ce que l'on a fait préalablement. Ça se décide pas, ça se construit. Et donc, bah, mon rêve ultime et ma quête ultime, bah, c'est de réussir à faire que cette dynamique se perpétue, quelles que soient les personnes, et que ça devienne une valeur intemporelle et permanente de SmartWave. C'est beau. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. C'était hyper intéressant d'entendre tes histoires et tes anecdotes et de voir aussi à quel point l'équipe, l'alignement, tout ce que tu nous as expliqué compte. Donc vraiment, merci pour cet échange et j'espère que les personnes vont vraiment aimer écouter ça. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à dire aux personnes qui nous écoutent? Bah, ne ratez pas les 2 prochains épisodes, parce que si on parle proposition de valeur, la proposition de valeur, elle est créée par les offres que l'on crée, Mhm. et pas, on va dire, l'aventure dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est le contenant, c'est l'enveloppe et le milieu que l'on crée au niveau SmartWave. Mais vis-à-vis du marché, on a 2 éléments qui sont absolument indispensables et qui font la valeur de SmartWave et des services que l'on délivre. C'est les domaines sur lesquels on a choisi de se spécialiser et de devenir expert, et puis les personnes et les talents qui se développent et grandissent au travers ces offres et les responsabilités qu'elles endossent. Donc voilà, vous avez bien entendu Denis, il faut rester connecté pour écouter l'épisode 2. Merci encore Denis, c'est la fin de cet épisode 1. C'était extrêmement intéressant d'échanger avec toi, je te remercie pour cet échange. Et puis, ça va être super aussi de voir ces événements, de voir comment ça va se passer, je pense que ça va être vraiment génial. Merci Max, et puis restez connectés pour les prochains. Exactement.